David Shapira, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous sommes heureux de dialoguer avec vous ce matin parce que, il faut bien l'avouer, l'actualité est extrêmement dense. Hier soir, il y avait le dîner du CRIF en France avec les déclarations et le discours très ferme et même parfois émouvant du président de la République française, Emmanuel Macron. Nous allons y revenir dans quelques instants, mais l'actualité nous poursuit, on va dire, et à un rythme effréné. Et ce matin, nous avons appris, comme je le mentionnais dans le premier journal d'information il y a quelques instants, l'accord qui a été conclu entre Benny Gantz et Yair Lapid. Un accord qui pourrait bouleverser, on va dire, l'échiquier politique israélien et remettre en cause, on va dire le leadership de Binyamin Netanyahou, en tout cas causer des problèmes au Premier ministre actuel. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous pensez, David, que c'était irréversible, que cet accord était incontournable et qu'il fallait le conclure pour essayer de rivaliser au centre ou au centre-gauche avec le Likoud? Écoutez, d'abord, on peut inscrire cette date, le 19 février, comme la date où ces élections deviendront enfin intéressantes et un peu plus attractives qu'elles ne l'étaient avant ce 19 février. Effectivement, ça change un peu la donne politique parce que... Un peu seulement, vous dites. Oui, ça change un peu la donne politique parce que nous avions toujours traditionnellement deux partis qui s'opposaient, le parti de la droite et le parti de la gauche, donc le parti travailliste. Aujourd'hui, nous savons que le parti travailliste est ce qu'il est, c'est-à-dire réduit à son strict minimum. Et nous avons deux grands blocs qui vont s'affronter et qui représentent peut-être les deux factions, deux divisions au sein des Israéliens ici en Israël, c'est-à-dire le centre, le grand parti du centre maintenant, et la droite représentée par Binyamin Netanyahou. Et maintenant, ça devient très intéressant. C'est ça. Il n'existe plus de gauche. Il n'y a plus de personnes qui croient justement à la gauche israélienne. Ça, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est, je dirais, presque international. Regardez en France ce qui se passe avec la gauche, et on comprend pourquoi ça se passe aussi ici. Mais par contre, il y a David, je vous interromps. Quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre un parti comme le Likoud, qui se considère comme, on va dire, centre-droite, et un parti comme cette union au centre entre Lapid et Benny Gantz, que le Likoud qualifie déjà de gauche, ou de centre-gauche? Alors il y a aussi dans ces élections un enjeu qu'on pourrait appeler l'enjeu de personnalité, c'est-à-dire qui représente la personnalité la plus apte à diriger le pays. Alors, vous avez dit Benny Gantz et Yair Lapid, on pourrait rappeler aussi Bouguy Ya'alon et Gabi Ashkenazi qui vient se greffer, sont deux anciens chefs d'état-major. Vous avez un parti de centre qu'on peut qualifier de gauche, de droite. Voilà, un parti avec trois chefs d'état-major. Trois chefs d'état-major, c'est trois généraux plus un futur dirigeant politique qui quand même a quelques expériences, Yair Lapid, qui est lui aussi attractif, contre un Binyamin Netanyahou qui est affaibli par des affaires judiciaires qui risquent de le rappeler. Et donc l'électeur moyen israélien va devoir choisir entre un parti de droite dont le dirigeant n'est pas sûr de pouvoir continuer sa carrière politique et risque d'être rattrapé par les affaires, et donc d'être obligé de démissionner, et donc de nommer un successeur dont on ne connaît pas encore le nom, et un autre parti où vous avez trois ex-chefs d'état-major et un politicien habile, Yair Lapid, aussi attractif. Écoutez, la donne change aujourd'hui, le 19 février, parce que nous avons maintenant deux grands blocs. Nous sommes le 21. Ah oui, le 21, pardon. Nous sommes deux grands blocs politiques qui vont s'affronter et qui vont essayer évidemment d'éviter de perdre des voix. Et aujourd'hui maintenant, le sort du Likoud et de Netanyahou est remis en cause, alors qu'on pensait jusqu'hier, le 20 février, que les élections étaient gagnées pour Binyamin Netanyahou et le parti du Likoud. Alors, est-ce que on peut dire, à votre avis, que aujourd'hui, donc ce 21 février au matin, Binyamin Netanyahou a probablement ou peut-être perdu les élections? Non, c'est trop tôt pour l'affirmer. Je pense que on ne pourrait pas l'affirmer. Il faut être vraiment prophète. Maintenant, il y a, je dirais, 50-50, c'est-à-dire tout est possible. Bien que, encore une fois, pour former une coalition, aujourd'hui, c'est la droite qui l'emporte sans aucun doute. Mais au point de vue des deux partis, et c'est possible que le parti du centre reçoive plus de mandats
Mais encore une fois, on se rappelle Tzipi Livni à Kadima, Oui. qui avait reçu un mandat en plus du Likoud et qui n'a pas réussi à former une coalition. Oui, mais Il y a une est-ce chose- que vous pensez, parce que vous connaissez bien l'échiquier politique israélien et la constellation, est-ce que vous pensez que, par exemple, le lendemain des élections, et surtout en tenant compte que dans quelques jours, le conseil juridique du gouvernement pourrait annoncer son intention d'inculper Binyamin Netanyahou, même si c'est le début d'une procédure d'inculpation, est-ce que vous ne pensez pas que le président de l'État, au lendemain des élections, Reuven Rivlin, qui ne porte pas Binyamin Netanyahou dans son cœur, eh bien pourrait être tenté de confier à Benny Gantz la formation d'une coalition, même si de prime abord, eh bien, il y a plus de partis qui soutiennent la droite israélienne et qui pourraient recommander Netanyahou? Écoutez, tout dépend évidemment de ce que de ce que les partis religieux, par exemple Shas et Yadot Torah, pencheront. C'est-à-dire que il est fort possible, il est peut-être possible que ces partis-là décident de ne plus s'allier au Likoud. En tous les cas, le président vous voyez vraiment les partis orthodoxes s'allier avec Yair Lapid? Écoutez, les partis orthodoxes étaient alliés avec le Parti travailliste pendant 29 ans. Non, les partis orthodoxes n'étaient pas alliés avec le Parti travailliste pendant 29 ans. Les partis orthodoxes n'ont jamais figuré dans la coalition gouvernementale avec les travaillistes. C'est le parti sioniste religieux qu'il avait. Oui, les partis sionistes religieux. Et Ben Gurion aussi avait dans sa coalition les partis orthodoxes, ou pas, enfin en tous les cas. Au tout début. Au tout début. Maintenant, les cartes ont complètement changé. Les cartes politiques ont complètement changé. On sait ce que demandent les partis religieux, on sait ce qu'ils ont besoin. Et tout est possible, encore une fois. Et vous avez raison de dire que le conseiller juridique du gouvernement peut aussi remettre la carrière politique de Benjamin Netanyahou en jeu, et donc ça pourrait tout changer dans les élections. En tous les cas, c'est sûr qu'à partir d'aujourd'hui, ce nouveau parti du centre, qui ressemble un peu à ce que le Kadima avait proposé, avec à la tête Ariel Sharon, peut remettre en question ce qui était sûr jusqu'à hier ou avant-hier, c'est que le Likoud gagnerait les élections et formerait le prochain gouvernement. Alors, dans les développements qui sont intervenus au cours des 24 dernières heures, il y a aussi cette union très controversée entre le foyer juif, le parti abandonné par Naftali Bennett il y a quelques semaines, et le parti Otzma Yehudit, qui est une sorte, on va dire, alors certains le qualifient de parti kahaniste, alors on va dire, pour être plus nuancé, proche de certaines mouvances kahanistes, le parti Otzma Yehudit, qui rejoint l'union entre le foyer juif et Ichud Leumi. Ça fait beaucoup d'unions dans la droite israélienne, dans la droite sioniste religieuse, et c'est une union qui a été extrêmement encouragée par Binyamin Netanyahou, qui a même mis à la disposition du foyer juif une place de la liste électorale du Likoud, ce qui est sans précédent dans l'histoire d'Israël, l'histoire politique d'Israël. Comment réagissez-vous? Est-ce que, par exemple, si vous étiez, c'est difficile de vous poser la question de cette sorte, de cette manière, mais est-ce que si vous étiez vous-même un électeur du foyer juif traditionnel, eh bien, est-ce que vous réfléchiriez avant de voter pour votre parti, en sachant que celui-ci s'est allié avec une formation proche du kahanisme? Oui, sans aucun doute. Je crois que le foyer juif et ce que vous appelez l'Ichud Leumi, l'Union nationale, a perdu en associant Otzma Yehudit, c'est-à-dire des éléments qui sont plus proches du rabbin Kahana que de l'ancienne ou la traditionnelle idéologie sioniste religieuse. Même si c'est une union technique, c'est ce que l'on a... C'est une union technique, oui, parce qu'il y a un message quand même, et on ne pactise pas avec le diable, même si c'est technique, Daniel. Donc, celui qui a gagné... Même s'il faut bien avouer, et je le dis parce que Otzma Yehudit d'aujourd'hui, c'est pas le Rav Kahana obligatoirement d'il y a 30 ans, les choses ont changé. Il y a eu une représentation d'Otzma Yehudit dans une précédente Knesset. Mais Itamar Ben-Gvir et Baruch Marzel ne sont pas des figures à laquelle la plupart, je pense, des membres du mouvement sioniste religieux peuvent s'identifier, ou doivent s'identifier, et même doivent s'allier techniquement pour gagner encore quelques voix. Il y a ici un pacte... Même s'il y a un risque de perte du pouvoir pour la droite israélienne, dans le cas précis. Ça me semble un peu dramatique comme présentation. Celui qui a gagné, en tous les cas, cette union, c'est Naftali Bennett et Yael Shaked, qui, eux, se sont divisés, présentent un parti de la nouvelle droite, et c'est eux qui vont, en fait, gagner toutes ces voix qui avaient l'habitude traditionnellement de voter pour le sionisme religieux, c'est-à-dire le Mafdal ou le foyer juif, et qui vont se reporter sur Naftali Bennett et Ayelet Shaked, qui ont fait leurs preuves, qui ont de l'expérience, et qui présentent aussi un parti qui englobe
cette idéologie du sionisme religieux, même mais si, un peu plus s'ils modérée. ont été accusés de trahison hier par le patron du foyer juif. Même s'ils ont été accueillis, s'ils ont été décrits comme des traîtres, il y a un grand nombre des électeurs qui ne pourront pas accepter cette alliance, même si elle est technique, Daniel, parce que c'est quand même une alliance, même si elle se défait au lendemain des élections, c'est une alliance contre nature. La présentation selon laquelle ces quelques milliers de voix vont faire basculer le pays de la droite à la gauche, c'est une présentation un peu trop apocalyptique et irréaliste à mon goût. Et je ne comprends pas encore une fois pourquoi Benjamin Netanyahou s'ingère dans toutes ces tractations. Ça me semble un peu encore une fois, peu de l'hystérie et injustifié et difficile à digérer parce que les électeurs ne sont pas tous, encore une fois, associés aux idées de Baruch Marzel, Itamar Ben-Gvir et ses compagnons, qui, je vous le rappelle quand même pour nos auditeurs, glorifient le massacre, l'unique massacre qui a été fait par un juif, Baruch Goldstein, dans le caveau des patriarches à Hebron. Ok, alors on va marquer une pause concernant le dossier politique en Israël pour parler de l'autre événement de ces dernières 24 heures, c'est-à-dire le dîner du CRIF, avec un discours du président de la République française, Emmanuel Macron, qui est intervenu dans un contexte tout à fait exceptionnel, un contexte de résurgence très nette de l'antisémitisme, avec toute une série d'événements, d'actes antisémites qui se sont produits au cours des derniers jours, des dernières semaines, et en particulier avant-hier avec la profanation d'un cimetière juif en Alsace. Alors, vous êtes bien entendu, vous êtes historien, je le disais, vous êtes très proche de la communauté juive en France. D'abord, est-ce que vous avez suivi le discours d'Emmanuel Macron? Est-ce que le président, si vous étiez juif en France, installé en France, vous auriez rassuré avec les propos qu'il a tenus en répétant, comme il l'a dit, que l'antisémitisme était une forme moderne de l'antisémitisme? Oui. Alors, au point de vue de la déclaration d'Emmanuel Macron, du président de la République, la réponse est oui. La réponse est oui, parce que avant ce fameux discours et à la veille de cette réunion de dîner du CRIF, les dirigeants de la communauté espéraient qu'enfin on allait passer du stade des dénonciations d'antisémitisme, c'est-à-dire de simples discours qui dénoncent et accusent l'antisémitisme et le pointent du doigt, à des déclarations, ce qu'on appellerait plus concrètes sur le terrain, à des actes. Alors, pour l'instant, Emmanuel Macron a effectivement fait un pas en avant en disant qu'ils allaient tout d'abord assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme. C'est un grand pas en avant parce que nous savons que la France est aveugle sur ce sujet. Elle ne se rend pas compte que quand on nie l'existence du peuple juif à avoir une terre et un État, on nie en fait sa condition de juif tout court. Et c'est une façon aussi de haine détournée. Mais tout ça, on l'a dit, on l'a redit, donc tout ça c'est clair. D'autre part, Emmanuel Macron veut s'attaquer maintenant aux réseaux sociaux. Je crois que c'est une bonne chose, car les personnes qui se croient impunies ou intouchables derrière leurs écrans et qui profanent des insultes, les insultes antisémites, j'espère maintenant qu'ils seront poursuivis, qu'un homme devant son ordinateur ou une femme sache que l'écran n'est plus une protection, n'est plus une immunité juridique. Et troisièmement, un audit aussi qui a été décidé, savoir pourquoi les élèves juifs, les jeunes Français des banlieues ne peuvent plus maintenant intégrer des écoles qui se trouvent dans les banlieues et sont obligés de partir. Il me semble que tout ça est très positif, encore une fois, dans ce qu'on attendait de la part. Il faut concrétiser, vous dites. En fait. Ah, exactement. Voilà, maintenant, et je le dis encore, je le pense, la législation est assez sévère en ce qui concerne toute parole antisémite, tout insulte antisémite et tout acte antisémite. Le problème, c'est l'application de la loi. Vous savez, en Israël, on a décidé il n'y a pas longtemps que tous les cyclistes devaient porter un casque, sinon ils seraient verbalisés. J'ai pas encore vu beaucoup de casques chez les cyclistes et je me promène à Tel Aviv et à Jérusalem. C'est-à-dire, il faut une force de dissuasion de ce côté-là. Voilà, il faut appliquer la loi. Alors, vous savez que en France, il y a environ 70 000 personnes incarcérées. Il n'y a plus de place dans les prisons. On essaye de trouver des arrangements de peine. Ceux qui ont moins d'un an peuvent pratiquement compter sur le fait que les prisons sont remplies pour ne pas y aller. Voilà. Donc, écoutez maintenant, au point de vue encore une fois des déclarations et des décisions, on est sur la bonne voie. Maintenant, il faudra attendre de savoir comment on applique cela. Okay. Comment l'application de la loi n'est pas moins importante que la loi elle-même, Daniel. L'application de la loi, c'est une condition pour que la loi soit respectée. Et pour l'instant,
même de ce qui existait jusqu'à maintenant, la loi n'était que peu appliquée ou pas assez appliquée. Alors, une dernière question, David, en 2 minutes, les 2 minutes qui nous restent. Vous êtes historien même, on peut le dire, de la Shoah, très proche de ce qui s'est passé en France au cours des 70 dernières années. Comment vous expliquez cette résurgence de l'antisémitisme? Qu'est-ce qui se produit actuellement au cours, on va dire, des dernières années? Et on le voit, bien entendu, à travers l'assassinat d'une douzaine de juifs israéliens, de juifs au cours des 10 dernières années, depuis l'assassinat d'Ilan Halimi jusqu'à celui de Mireille Knoll. Comment expliquez-vous cette résurgence de l'antisémitisme en France aujourd'hui? Écoutez, il y a toujours eu, après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, des vagues plus ou moins longues et plus ou moins violentes d'antisémitisme, sauf qu'évidemment, le rapport avec la Shoah et la proximité des événements de la Shoah interdisait aux personnes qui étaient antisémites de s'exprimer en tant que telles. Aujourd'hui, on est quasiment presque plus de 70 ans après la Shoah, donc la parole, comme on l'a dit, se libère, et l'ancienne génération qui a connu et qui a vu les horreurs de la déportation s'efface et s'éteint. Alors, si vous voulez, il y a eu des vagues plus ou moins courtes, au moins 3 ou 4 vagues d'antisémitisme. Celle-là est la plus longue. On a juste remarqué, du point de vue de la recherche, qu'entre chaque vague d'antisémitisme, le phénomène devient de plus en plus violent. Et effectivement, on est dans la 4e ou 5e vague d'antisémitisme après la Seconde Guerre mondiale, et cette vague atteint aussi son paroxysme de violence. Elle est très longue, cette vague, parce que ça fait déjà depuis 2000 qu'elle subsiste, donc ça fait presque 19 ans. Elle peut demain s'éteindre ou se terminer, mais pour l'instant on n'en voit pas vraiment le bout du tunnel. Mais ce qu'on sait, c'est que de toute façon, ces vagues qui viendront, reviendront, qui se calmeront, qui vont ressurgir, seront de plus en plus violentes. Et ça, c'est une observation à laquelle malheureusement on ne peut pas éviter. Si dans le début des années 60, en 1959, il y a eu une vague de croix gammées, de graffiti de croix gammées, et ça s'arrêtait aux croix gammées sur les murs, aujourd'hui, évidemment, comme vous l'avez rappelé, on assassine des juifs parce que juifs en France, et donc le taux de violence, le pic de violence augmente de vague en vague. Et je ne suis pas très optimiste sur l'avenir de ce qui va se passer avec les juifs, parce que même si cette vague antisémite qui a commencé en 2000 venait à se calmer dans les prochaines années, la prochaine qui reviendra sera un véritable tsunami pour les juifs de France, et il faut qu'ils en prennent et en mesurent les conséquences maintenant pour ne pas se retrouver dans des conditions qui seront très pénible pour eux. Voilà, c'est pas une analyse très optimiste, oui. mais elle est plutôt réaliste de mon point de vue. Eh bien, merci beaucoup, Dr David Shapira, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ces 2 sujets d'actualité brûlante, tant en France qu'en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et bonne journée. Shalom. Shalom, shalom. Voilà, presque sans transition, dans quelques instants, nous allons vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens. Le jingle dans quelques instants probablement.